On connaît tous un peu cette situation, non? Des entreprises qui investissent beaucoup dans l'innovation, des équipes dédiées, des budgets, parfois même des labs super modernes. Oui, tout à fait. Et pourtant, Et pourtant, les résultats concrets, ils peinent à arriver. On a plein d'idées, ça oui, mais très peu qui finissent vraiment sur le marché. c'est ça, les prototypes s'accumulent et la pression monte pour voir un retour sur investissement. C'est un peu l'équation qui semble pas se résoudre. Équipe plus budget, ça donne pas forcément des résultats. Exactement. Et c'est justement ce dont parle notre source aujourd'hui, cette frustration-là. Oui, et l'angle est intéressant. La source dit attention, le problème, c'est rarement le manque de talent ou de créativité. Ça, en général, il y en a. Ah bon? Alors c'est quoi le souci? Le vrai souci, d'après cette analyse, c'est l'absence de structure et aussi un manque d'engagement de toute l'organisation pour vraiment porter cette innovation. En gros, on construit un peu en château sur du sable. Un château sur du sable, j'aime bien l'image. Sans fondation solide, même la meilleure idée, elle reste une idée. Voilà, la créativité, elle a besoin d'un cadre pour vraiment se transformer en succès durable. Intéressant. Alors, si le problème, c'est pas le talent, mais le manque de structure, quelle serait l'architecture proposée? Qu'est-ce que la source suggère pour construire ces fondations? Alors, elle met en avant un référentiel assez précis, la norme ISO 5601. ISO 5601, ça fait un peu bureaucratique, non? Oui, ça peut faire peur dit comme ça, mais l'idée, c'est pas de l'appliquer bêtement, comme une contrainte administrative. C'est plutôt de s'en inspirer, de la voir comme une architecture qui a fait ses preuves pour aider à passer de l'intention à un succès mesurable. D'accord. Un guide, en quelque sorte, pour que les idées, elles s'évaporent pas en cours de route. Exactement, pour systématiser le passage de l'idée au marché. Et concrètement, comment ça marche, cette approche structurée au quotidien? La source propose une méthode inspirée de cette norme en 4 grandes étapes, simples mais efficaces. Voyons voir. La première étape? D'abord, établir un vrai portefeuille d'initiatives d'innovation. Pas juste une liste, hein, une vue d'ensemble claire de tout ce qui est lancé. Pourquoi c'est si important d'avoir cette vue d'ensemble? Pour éviter de s'éparpiller, de mettre un peu de ressources partout, sans vision globale, sans stratégie claire. Ça permet de voir la forêt, quoi. D'accord. Voir la forêt avant de se perdre dans les arbres. Logique. Et après avoir cette vue d'ensemble. Deuxième étape, définir un cadre d'évaluation commun. C'est crucial. Quels critères objectifs on utilise pour juger chaque initiative? Son potentiel, sa pertinence stratégique? Ah oui, pour sortir des décisions un peu au feeling ou selon qui crie le plus fort. Exactement. Sortir de l'intuition ou des préférences personnelles. Ce piège classique qui coûte souvent très cher. Mhm. Ce qui nous amène logiquement à la troisième étape. L'évaluation elle-même, j'imagine. C'est ça. Évaluer chaque initiative avec ce cadre, objectivement. Performance, alignement avec la stratégie, potentiel de contribution. Et puis, quatrième étape, la plus difficile parfois, prendre des décisions. C'est-à-dire? Décider si on poursuit, si on accélère même, ou alors si on doit ajuster le tir, et parfois avoir le courage d'arrêter. Arrêter. Ça, c'est souvent le plus dur dans les organisations. Oui, mais c'est essentiel. Arrêter ce qui marche pas ou ce qui n'est plus prioritaire pour pouvoir justement rediriger les moyens, l'argent, les équipes, là où l'impact sera le plus fort. Ce courage d'arrêter, ça doit libérer pas mal de ressources, effectivement. La source donne un exemple concret de ce genre de réallocation. Oui, elle cite le cas d'une PME dans la tech. Très parlant. En appliquant cette méthode portefeuille, critères, évaluation, décision, ils ont pu vraiment faire le tri. Ils ont identifié quoi, par exemple? Les projets qui étaient moins alignés avec leur nouvelle stratégie, ceux qui patinaient un peu depuis trop longtemps ou ceux dont le potentiel réel finalement était assez limité par rapport à l'investissement. Et ça a eu un impact quantifiable? Oui, ils ont réussi à réaffecter près de 15% de leurs dépenses d'innovation vers des projets jugés plus porteurs, plus stratégiques. 15%, c'est pas négligeable du tout. Non, c'est conséquent. Et la source souligne que ça a eu un effet mesurable sur leur chiffre d'affaires en moins de 9 mois. Donc la structure a vraiment permis d'améliorer la performance. Waouh, 15% réaffecté et un impact business en 9 mois. Ça parle. Alors, imaginons une organisation qui se reconnaît un peu là-dedans, qui sent que ses efforts d'innovation sont un peu désordonnés. Par où commencer pour aller vers plus de structure? Quelles seraient les toutes premières actions? La source en suggère 3, très concrètes. La première, c'est peut-être la plus délicate mais indispensable, reconnaître collectivement que l'approche actuelle, même si tout le monde y met de l'énergie, elle n'est pas assez efficace. Faire un constat lucide, en interne, admettre qu'on pourrait faire mieux. C'est une question de maturité finalement. Tout à fait. C'est le point de départ. Sans ça, difficile de changer. Sortir l'innovation de son silo, si elle y est. C'est-à-dire? Réunir les gens clés.
L'équipe innovation, bien sûr, mais aussi des responsables des opérations, de la finance, peut-être du marketing, pour que cette démarche de structuration devienne un vrai projet d'entreprise, porté par tout le monde, pas juste l'affaire de l'équipe innovation dans son coin. Ça garantit l'alignement et que tout le monde tire dans le même sens. Logique. Et la troisième action, Définir des objectifs mesurables et des indicateurs clairs pour suivre tout ça. L'innovation, ça peut pas être une zone où on mesure rien. quel type d'indicateur par exemple? La source insiste sur une palette variée. Des indicateurs sur les inputs, la qualité des idées, leur potentiel initial, sur la progression, la vitesse à laquelle on expérimente, on apprend, sur les outputs, les lancements réussis, l'adoption par les clients, et bien sûr à la fin les résultats business, comme le ROI. Il faut mesurer pour piloter. Mesurer pour piloter et pour apprendre, oui. Donc, si on résume l'idée forte, la structure, c'est pas l'ennemi de la créativité. Au contraire, c'est ce qui lui permet de vraiment aboutir, de porter ses fruits. C'est exactement ça. Et l'ISO 50601, c'est vu ici comme une sorte de boîte à outils pour aider à construire ce cadre, cette structure favorable. C'est ça, une bonne mécanique pour canaliser l'énergie, pour mieux utiliser les ressources et pour augmenter significativement les chances que les bonnes idées deviennent de vrais succès. Alors, ça soulève une dernière question, peut-être pour conclure notre exploration. Comment on fait pour instaurer cette discipline, cette structure qui est clairement nécessaire pour concrétiser les idées, mais sans pour autant tuer l'étincelle, sans brider la curiosité et l'expérimentation un peu folle, qui est quand même à la base de toute innovation? Comment trouver cet équilibre?